Merci beaucoup, je vous remercie d'être venu et ça me donne l'occasion d'essayer de présenter de façon synthétique un certain nombre de thèses sur l'Amérique latine à des gens qui, j'imagine, lisent les journaux et regardent les informations, mais qui ne sont pas pour autant des gens qui passent leur temps et qui sont payés à lire des choses sur l'Amérique latine ou à s'y promener et à essayer de comprendre ce qui se passe. Je voudrais partir de ce qu'on pourrait appeler les clichés que vous avez tous connus, des plus vieux aux plus jeunes, sur l'Amérique latine. D'une certaine façon, jusque dans les années 60, l'Amérique latine, c'est des images d'Épinal, ethnologiques et anthropologiques, où c'est des Indiens, des pyramides, des monuments préhispaniques, ou les peuples indiens de la forêt amazonienne. Mais ce qui se passe au niveau politique, tout le monde s'en fiche un peu, et on n'a pas grande idée de ce qui se passe. Et on découvre l'Amérique latine avec l'arrivée au pouvoir, il y a 60 ans maintenant, de Castro, qui renverse une dictature corrompue et inefficace et donne l'image d'une guérilla sympathique, non alignée, et qui vient, disons, à point nommé pour toute une série de gens à gauche qui ont été passablement ébranlés par le rapport Khrouchtchev. Et disons, de 59 à 79, où il y a la même chose qui se passe, la gauche a découvert la réalité du socialisme dans les pays d'Asie du Sud-Est après la défaite américaine au Vietnam, et c'est à la fois l'exode des boat people et les massacres commis par les Khmers rouges contre leur population pour édifier un régime totalitaire. Et là encore, l'Amérique latine donne l'idée d'une révolution d'un type nouveau et qui vient d'ailleurs donner un coup de jeune à la révolution cubaine qui commence à apparaître comme un modèle vieilli. Et les plus âgés s'en souviendront, ça a été les histoires de la mise au pas des intellectuels contre lesquels même Sartre a protesté, et ça a aussi été le début de l'épisode d'un exil massif et surtout l'alignement de Castro sur l'Union soviétique au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Et l'image qui s'oppose à celle des guerriers héroïques, c'est celle de dictatures militaires contre-révolutionnaires appuyées par les États-Unis. Ces images vont peu à peu s'effacer dans la décennie des années 80, où les guérillas perdent leur lustre, les sandinistes, première fois qu'une révolution de type communiste accepte ça, se soumettent au verdict des élections, perdent et rendent le pouvoir en 90. Et c'est le moment, ça a commencé plus tôt mais on ne l'a pas vu, de l'apparition de régimes démocratiques dans la plupart des pays latino-américains, sauf à Cuba, et si vous voulez, de 78, ça commence en Équateur, personne s'en rend compte, les militaires rentrent dans leurs casernes et les formations autoritaires se défont, et le dernier régime avec des traits autoritaires à tomber, ça sera le Mexique en 2000. Et dans les années 90, on se dit, d'une certaine façon, les régimes démocratico-libéraux sont sans concurrent en Amérique latine, et c'est les thèses de quelqu'un comme Fukuyama, à la fois d'une mondialisation heureuse avec de la casse, mais où, semble-t-il, les choses vont s'arranger, mais où surtout il n'y a pas de concurrent, de modèle de remplacement face à la démocratie représentative. Or, ce à quoi on assiste et les images que vous avez aujourd'hui de l'Amérique latine, elles sont sensiblement différentes. C'est toutes les séries de Netflix, mais pas seulement, sur les narcos, d'abord colombiens, puis mexicains, avec ce personnage hors pair qu'est le Chapo Guzman, car il n'est pas mort, même s'il a un pyjama orange jusqu'à la fin de sa vie aux États-Unis. Et c'est aussi des tensions très fortes dans un certain nombre de pays où il y a des gouvernements que l'on pensait de gauche qui sont revenus au pouvoir et qui refusent de l'abandonner, avec une crise majeure comme au Venezuela, où sur un pays de 32 millions d'habitants, vous en avez 3,5 millions qui sont partis en passant pour le plus gros par la Colombie, pour un nombre plus petit
par le Venezuela, et de la Colombie, ils vont en Équateur, au Pérou, au Chili, en Argentine. Et un tout petit nombre a été en Europe, aux États-Unis. C'est les premiers qui sont partis, qui avaient de l'argent, mais le gros s'étale sur les routes latino-américaines. C'est aussi l'image d'une insurrection civique au Nicaragua il y a exactement un an que ça a commencé, et c'est l'image de l'élection de deux personnages en apparence complètement antithétiques dans les deux plus grands pays de l'Amérique latine, qui sont d'abord Andrés Manuel López Obrador au Mexique, puis Bolsonaro au Brésil. Bolsonaro se réclamant d'une nostalgie du régime militaire, et Manuel AMLO, comme on l'appelle au Mexique, se réclamant, lui, d'une nostalgie de l'époque des années 30 du grand régime populiste du général Cárdenas et de ses, disons, tentatives de remise à jour dans les années 70 par un président qui a fini comme un monument à la corruption, qui était José Luis Echeverría, qu'on appelait le Jolopo, qui a été, disons, un personnage haut en couleur. Et donc, on a un paysage complètement brouillé et, disons, on ne sait pas très bien vers quoi va l'Amérique latine et comment elle tire à U et à Dia. Et beaucoup se disent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de revenir aux situations de polarisation qu'on a connues dans les années 70-80 ? Il me semble que ce n'est pas le cas et qu'on est dans, disons, trois choses qui me paraissent nécessaires et que je voudrais essayer de développer devant vous. La première, c'est de vous montrer comment cette Amérique latine, depuis les années 50-60, s'est profondément modifiée et que d'une certaine façon, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, pas simplement du fait du réchauffement climatique, de la fonte des glaciers andins, à l'exception du Hielo continental en Argentine et au Chili, qui, du fait de sa situation géographique, continue à se renouveler plus qu'il ne perd, ou de la déforestation de l'Amazonie ou d'autres zones de forêt tropicale. Mais c'est toute une série d'équilibres sociaux qui se sont modifiés. Je voudrais insister d'abord là-dessus et ensuite voir les deux grands phénomènes qui me paraissent poser des questions formidables et des défis formidables au régime démocratique. C'est le mélange de violence et de corruption dont la pointe la plus visible est celle des narcos ou de la corruption de la classe politique, et deuxièmement, revenir sur ces expériences de gauche, critiques du régime démocratico-libéral, et essayer de comprendre quels sont les problèmes qu'elles ont posés à la démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transformation de l'Amérique latine ? C'est d'abord une transformation démographique. L'Amérique latine, en 50, avait 167 millions d'habitants et elle avait à peu près 5% de la population mondiale. Elle en a maintenant 8%, mais elle a 600 millions d'habitants. Ça veut dire que sa population a été multipliée par 4. Quand je suis arrivé enfant au Mexique en 62, le Mexique avait 25 millions d'habitants, la France en avait à peu près 50, et mon père, qui était géographe, me disait « Si vous voulez comprendre quelque chose à ce pays, comprenez qu'il y a 2 fois moins d'habitants qu'en France et que c'est 3 fois plus grand. » Maintenant, il y a 125 millions d'habitants au Mexique et une bonne dizaine de millions aux États-Unis. Donc, c'est, disons, des choses qui ont complètement changé et avec une nouveauté dans ce croît démographique, c'est que tous ces pays ont connu ce qu'on appelle, plus ou moins tôt pour certains, plus tard pour d'autres, une révolution démographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population se reproduit à peine, et si les tendances que les démographes constatent, à partir de 2033, la population latino-américaine ne se renouvellera plus, et ce n'est plus un continent où on émigre comme on a émigré au XIXe et au XXe siècle, au début du XXe siècle. La deuxième différence majeure, c'est l'urbanisation. Jusque dans les années 50-60, il y a 20% de la population qui est urbaine. Une ville comme Mexico, qui est une des plus grandes villes du monde, si ce n'est la plus grande ville du monde, qui a plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui, la conurbation en a probablement 30, à l'époque, elle a
10 fois moins d'habitants. Et se déplacer dans Mexico est facile. Et quand mon père part en moto donner ses cours à l'université qui est dans le sud de la ville, il met 20 minutes. Si moi je prends une voiture ou une moto pour faire le même trajet aujourd'hui, je peux mettre entre 1 heure et 2 heures si ça va mal. Et disons, les villes latino-américaines ont cru de façon formidable et disons depuis 2018, la majorité ou une petite majorité de la population est urbaine. Ça veut dire qu'il y a les plus grandes mégalopoles du monde et toute une série de réseaux de villes moyennes qui ont 5 à 10 millions d'habitants. Et disons, les villes latino-américaines sont connues pour des taux records de pollution, des difficultés à s'y déplacer extrêmement grandes et une absence de transport en commun et des problèmes d'eau et de sécurité majeurs. C'est aussi des pays où l'on vit infiniment plus vieux. Autrefois, vous comptiez les gens de plus de 70 ans, ils étaient très peu nombreux dans la pyramide d'âge. Aujourd'hui, les gens qui ont 80 et 90 ans sont très nombreux et se pose un problème, comme dans toute une série de pays, de prise en charge du 3e et du 4e âge, qui étaient des problèmes absolument inconcevables il y a un tiers de siècle. Il y a une mortalité infantile qui a considérablement baissé et disons les données de la santé publique se sont inversées. La plaisanterie, quand j'étais gosse au Mexique, c'était de désigner le sobriquet, c'était le maigrichon, el flaco. Aujourd'hui, le sobriquet, pour des tas de gens, c'est el gordo. Et les problèmes de la population urbaine, mais aussi rurale, c'est des problèmes d'obésité qui ressemblent à ceux des classes populaires des États-Unis. C'est aussi une égalisation des conditions absolument formidable du fait de l'urbanisation. C'est-à-dire que vous avez une mise au contact de gens qui autrefois vivaient complètement séparés et un enrichissement relatif de la population. Je m'explique. Dans les années 60, quand il y avait une famine ou de la disette sur la côte atlantique du Nicaragua, dans des populations sur lesquelles je travaille depuis une vingtaine d'années, qui sont les Indiens Miskitos, les gens crevaient de faim et personne ne s'en apercevait. Et il se passait la même chose dans le Nord-Est. Maintenant, il reste des problèmes de malnutrition infantile, mais ces choses n'existent plus, quelles que soient les béances de la couverture des problèmes de santé. Et en même temps, les gens se mêlent, circulent comme ils n'ont jamais circulé, c'est-à-dire que vous avez toute une série de déplacements pour le travail entre des zones rurales, des petites villes qui vont vers des petites métropoles régionales, des gens qui vont vers des grandes métropoles régionales, voire des habitudes de migration internationale extrêmement importantes qui se sont développées. Vous avez des pays qui ont 1/10 de leur population hors de chez eux. C'est la grande plaisanterie au Mexique où ils expliquent, puisque vous vous souvenez, où je vous le dis, que le tiers du territoire américain de la frontière du Canada sur le Pacifique jusqu'au Texas, ça, c'était mexicain. Avant d'être mexicain, c'était Apache et Comanche, mais les Mexicains ont été dépossédés à la suite d'une guerre où ils ont été vaincus de façon particulièrement humiliante de ce qui représentait à peu près la moitié du territoire mexicain. Et donc les Mexicains ont toujours considéré que ces terres étaient à eux, et il y a toute une série de Mexicains qui ont émigré parce que les États-Unis avaient besoin de main-d'œuvre dans ces zones-là. Vous avez un pays comme le Salvador qui a 1/3 de sa population qui vit aux États-Unis et au Canada.
et en allant pour les besoins d'une commission électorale équatorienne il y a quelque temps, une dizaine de jours, en Équateur, dans une région rurale, j'ai vu des gens qui sont des artisans qui exportent des bonnets, des ponchos, des broderies de moins en moins typiques et de plus en plus façonnées à un goût international, m'expliquaient qu'ils avaient pour l'un une fille mariée à un type à Rome, pour l'autre un fils marié à une Hollandaise et d'autres des petits-enfants au Canada. Donc vous avez une habitude de la migration qui s'est prise un petit peu pendant les guerres civiles des années 80 en Amérique centrale, mais surtout au moment de grandes crises économiques dues aux ajustements structuraux et dans certains pays à la dollarisation de l'économie comme en Équateur, où toute une partie des gens sont partis en Espagne. Et donc vous avez un va-et-vient des gens, et vous avez aussi un autre phénomène qui est complètement nouveau, c'est que dans les années 60, on a commencé à voir des transistors se répandre. Mais dans les années 60, vous pouviez mettre plusieurs jours pour faire quelques centaines de kilomètres parce qu'il n'y avait pas de route, il y avait ce qu'on appelle en espagnol des trochas, des entrées pour les camions, et on se déplaçait avec des camions porteurs de bois ou de minerais, et tout ça était extrêmement lent. Aujourd'hui, vous avez plusieurs routes et vous n'aviez qu'une grande route qui traversait le continent et qui s'arrête toujours à Panama du nord au sud, qui était la route panaméricaine. Maintenant, vous avez plusieurs routes est-ouest. Le Chili est devenu le port franc de tout le cône sud, et les zones franches à côté du Callao, le port de Lima et plus au sud, sont devenues les zones où on débarque toutes les marchandises produites en Chine et vendues au Brésil, et avec une route où on va de la côte péruvienne en passant par la Bolivie, en passant par l'Amazonie brésilienne, jusqu'à la côte est du Brésil. Donc vous avez une mise en communication des choses qui est encore accentuée par le développement du téléphone portable. Quand j'ai commencé à travailler sur l'Amérique centrale dans les années 80, si on massacrait des Indiens à la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, ou si un collègue qui travaillait sur les Yanomami à la frontière du Venezuela et du Brésil était face aux mêmes événements, il pouvait attendre des semaines ou des mois avant de savoir ce qui se passait. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des téléphones portables, qui depuis des radios locales envoient du prépayé à des gens dans les villages les plus invraisemblables, qui appellent le gars, qui dit voilà il se passe ça, et le type diffuse ça sur une petite radio locale qui est reprise par des radios nationales, voire par des médias internationaux. Et tout ça peut se passer en 72 heures. Donc vous avez d'une certaine façon une privacité de la vie politique et sociale en Amérique latine qui est terminée depuis une vingtaine d'années, ce qui change considérablement les choses. L'autre chose, c'est une structure de l'emploi qui a complètement changé. C'est-à-dire, avant, dans les années 50-60, vous aviez une énorme proportion de la population active qui travaillait dans des emplois agricoles ou miniers. L'extraction minière et les exportations agricoles représentent toujours des volants extrêmement importants dans le PIB, toute une série de pays, mais la part des gens qui travaillent dans l'agriculture et dans la mine s'est considérablement réduite parce que vous avez des entreprises extrêmement modernes qui se sont mises en place, et si vous comparez ce que sont les mines à ciel ouvert et ce qu'elles étaient dans les années 50 et 60, tout ça n'a plus rien à voir. Vous avez aussi eu, du fait de l'émergence de la Chine, la disparition de branches entières de l'industrie nationale. Vous aviez dans tous ces pays une industrie de la chaussure, une industrie du vêtement qui a disparu. Au Mexique, les gens ne portent plus ni bottes ni sandales, ils portent des tennis fabriqués en Asie du Sud-Est ou en Chine. Bon. Ils ne mettent plus
ils n'achètent plus du tissu à la campagne pour ce qu'on appelait le calzón de manta, c'est-à-dire un pantalon blanc comme un caleçon qu'on croisait pour ne pas avoir trop chaud quand on travaillait. Ils ont tous des joggings et certains siglés avec les équipes de football subventionnées par les pays de la péninsule arabique. Et donc vous avez là encore des choses qui ont complètement changé et qui font aussi que les gens ne sont plus distincts. Alors, bien sûr qu'il y a des distinctions du fait de la qualité des vêtements et de choses comme ça, mais vous n'avez plus ces barrières qui faisaient que tel statut social était inscrit dans tel vêtement traditionnel qui était le même depuis plusieurs siècles. Toutes ces choses ont été complètement ébranlées. De la même façon, vous avez des pans entiers de l'industrie mécanique qui ont disparu parce que tout ce qui est l'électroménager n'est plus fabriqué dans ces pays. Et vous avez des pays où il y avait des chaînes de construction automobile qui ont été fermées au profit de l'importation de voitures chinoises et coréennes. Par contre, vous avez une industrie des services qui s'est considérablement développée. Et il y a une chose qui reste une constante, c'est un emploi domestique très important. Dans tous ces pays, tous les gens bien, avec des guillemets avant le B et après le N, pensent que la dignité de quelqu'un qui a un bon statut social, c'est d'avoir une ou deux bonnes. Et reste cette idée qu'il y a des gens, à la fois il y a une égalisation des conditions sans précédent qui s'est créée, et en même temps il y a l'idée que l'égalisation des conditions, c'est pas il n'y a plus de bonnes, c'est tout le monde a droit à avoir une bonne. Ce qui est une singulière vision des relations entre les classes sociales. Deuxièmement, dernière chose, vous avez eu un bouleversement des fortunes, c'est-à-dire l'image des oligarchies venues de la colonie et envoyant leurs filles dans un bon collège à Paris et ensuite faisant un voyage dans la mère patrie, c'est-à-dire en Espagne, et après allant recevoir une bénédiction papale avant de rentrer dans le pays dont on venait et qui tenait les ficelles du pouvoir, ça, c'est fini. Les régimes militaires ont achevé ces oligarchies et leur ont expliqué que c'était fini, et ça a été, disons, le travail égalisateur des militaires au Brésil. Ça a été la même chose au Pérou, où au Pérou, les militaires, et même chose en Équateur, ont défait la grande propriété foncière. Donc vous avez un espèce d'arasement et arrivée de nouvelles classes. Des gens, une espèce de technostructure éduquée, articulée à des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont des gens qui viennent de la classe moyenne et qui ont fait des études. Alors il y a des rejetons des grandes familles qui font partie de ces choses-là, mais il y a tout un personnel nouveau qui est apparu. Et vous avez aussi des nouveaux riches qui viennent du monde des médias. La femme connue sous le nom de la mouette, la gaviota, la femme de l'ancien président de la République du Mexique, était une très mauvaise comédienne qui jouait dans des feuilletons. Ceux de TF1 apparaissent comme des monuments à la créativité, faits par la grande chaîne de télévision Televisa au Mexique, et vous avez toute une série de gens qui, dans l'industrie du spectacle, ont fait beaucoup d'argent, des comédiens, des chanteurs de variété, des animateurs télévisés. Vous avez aussi des gens liés à l'industrie en plein boom en Amérique latine, qui est celle de la cocaïne. Vous avez eu le caoutchouc, le pétrole, et là, la cocaïne, c'est quand même une des choses qui rapporte le plus. Et associés à eux, vous avez tous les complices des narcos qu'ils arrosent, c'est-à-dire une partie de la police, une partie de l'armée, une partie de la justice, sans oublier le monde politique. Et donc, dernière chose qui a été un grand bouleversement, ça a été les politiques du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il ne faut pas se raconter de crack. Quand les Chicago Boys, qui sont les premiers à faire ça au Chili sous Pinochet, on dit le Chili de Pinochet,
Et l'Angleterre de Margaret Thatcher, c'est les mêmes politiques. Peut-être, mais les sociétés ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le welfare state qui s'est développé dans l'Angleterre travailliste, ça n'a rien à voir avec les balbutiements d'État-providence qui existent au Chili. Au Chili, vous avez des grandes compagnies minières nationalisées qui accordent une certaine protection sociale à leurs employés, mais vous avez l'immense masse des gens qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises ou dans des domaines moyens agricoles qui n'ont aucune protection sociale et on n'a rien démantelé du tout de ce point de vue-là. On a simplement développé l'idée de la subsidiarité de l'État et que moins l'État en faisait, mieux c'était. Donc toute possibilité de développement, disons, des prémices d'un État-providence s'est trouvée remise en question. Ce n'est pas pour autant qu'elle existait, mais l'idée en a été éliminée alors que pour toute une série de gens, le développement, tel qu'on l'avait prôné dans les années 60, devait construire ces grandes structures. Or là, le peu qui existe est démantelé et surtout on dit ça n'a plus d'importance. Une dernière transformation capitale qui est celle que j'ai toujours un grand plaisir à rappeler à mes étudiants, ce qui les met très en colère, où je leur dis, bon, au 19e, l'impérialisme, c'était les Britanniques. Les banques, elles étaient anglaises, et c'est eux qui dominaient le commerce international. Après la crise de 29, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, ils se retirent d'Amérique latine à partir de la fin de l'Union soviétique. L'Amérique latine ne les intéresse plus, sauf pour des accords commerciaux, et leur problème, c'est les accords avec la Chine. Et la puissance impériale montante en Amérique latine aujourd'hui, c'est la Chine. Si on prend les mêmes critères qui servaient à définir l'impérialisme au XIXe siècle, l'achat de matières premières, les investissements et le contrôle du crédit, c'est les Chinois qui ont remplacé les États-Unis. Et d'une certaine façon, on va se trouver tôt ou tard face à des problèmes comme ceux qu'a connus le Mexique de Cárdenas à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a nationalisé le pétrole. Quand Cárdenas nationalise le pétrole, il dit les compagnies anglaises et américaines ont acheté dans des conditions léonines du pétrole pour des années à des tarifs ridicules. Et nous allons les indemniser autrement. Demain, si le gouvernement de Maduro tombe, le gouvernement qui lui succédera est endetté pour un quart de siècle auprès de la Chine et il a vendu à la Chine, dans des conditions léonines, son pétrole et il aura toute légitimité à revenir sur l'accord commercial négocié avec les mêmes arguments que Cárdenas presque un siècle avant. La puissance qui pèse et la puissance qui ne fait pas de bruit mais qui s'impose, c'est la Chine. Et qu'est-ce qu'a fait la Chine? Elle a aussi acquis, par le biais d'un capitaliste privé, des droits à une concession canalière au Nicaragua qui ressemble au traité qui a fait que Sandino s'est levé contre un traité léonin dans les années 20, parce qu'il jugeait qu'on ne pouvait pas brader le pays comme ça. Et là, ce concessionnaire chinois a obtenu le droit d'une concession canalière de 50 ans renouvelable automatiquement une fois à partir du moment où il mettrait le canal en eau. Et il y a un projet qui est pour une part avancé d'expropriation d'une bande de terre du Nicaragua qui va d'une côte à l'autre en passant par le lac central et qui a 10 km de large et où on s'octroie à des prix défiant toute concurrence des terres arables. Alors les gens disent c'est un projet dément. Non. Si on regarde quel est le projet d'investissement des grandes compagnies chinoises liées à l'État chinois de réfection du port de Mariel à Cuba pour pouvoir de là ventiler toute une série de marchandises produites en Chine dans toute la Méditerranée américaine, alors avoir un canal plus large que celui le canal de Panama où on pourra faire passer des super porte-containers, ça a toute sa logique. Et les Chinois, qui ont le sens de la durée, ne raisonnent pas à 15 ans, mais à 20 ou 30 ans. Et ils disent, si on met en eau ce canal d'ici 20 ou 30 ans, alors on contrôlera la Méditerranée américaine.
Donc il y a bien une nouvelle puissance émergente qui a un projet géopolitique tout à fait sérieux. À quoi est confrontée aujourd'hui l'Amérique latine en termes de violence et de corruption? Disons, et parlons de chiffres qui ont quelque chose d'assez parlant. En Europe, les taux d'homicide, c'est moins de 5 pour 100 000 habitants. Et dans les villes des États-Unis où il y a une criminalité beaucoup plus importante, on est entre 5 et 10. En Amérique latine, on a vu une décroissance régulière des taux d'homicide qui oscillaient parfois entre 20 et 30 pour 1000 dans la plupart des pays. Et à partir de 2000, une remontée spectaculaire des taux d'homicide au-dessus de 20, voire au-dessus de 30 ou 40 dans un certain nombre de pays. Alors, il y a des pays qui, si j'ose dire, ne comptent pas. C'est la Colombie en guerre jusqu'il y a 2 ans et où d'ailleurs, parallèlement aux négociations de paix, les taux d'homicide ont considérablement décru. Ils étaient de 50 à 60 pour 1000 et ils sont autour de 30, ce qui est une baisse très forte. Par contre, dans un pays comme le Mexique, on était à du 20-25 dans les années 70, on est tombé en dessous de 10 aux alentours de 2000 et on est remonté à plus de 20 aujourd'hui. Dans les pays centra-américains, on a des taux d'homicide qui sont supérieurs à ceux des grandes années des guerres internes des années 80. On est au-dessus de 20, au-dessus de 30, au-dessus de 40, parfois dans des pays qui n'ont jamais connu la guerre civile, comme le Honduras. Mais disons, des pays comme le Guatemala, le Salvador et le Honduras, c'est des pays qui sont aujourd'hui plus dangereux que l'Irak. Et si vous promenez dans un certain nombre de villes latino-américaines, Caracas étant la plus dangereuse du monde, vous avez des taux d'homicide qui sont supérieurs à 50 ou 60 pour 100 000. Donc, et les villes brésiliennes connaissent la même recrudescence des taux d'homicide. Donc, vous avez des pays et, disons, ça a réorienté tous les comportements. C'est-à-dire que vous avez de nouvelles habitudes de déplacement, vous avez une industrie de la protection privée, de la construction de quartiers résidentiels fermés, de la constitution de milices ou de corps de police privés pour surveiller ces ensembles fermés, qui est tout à fait nouvelle. Et l'autre chose très nouvelle aussi, c'est que alors, certains sociologues mexicains proches des institutions et qui n'aiment pas qu'on parle mal de leur pays, car les Mexicains ont un grand sens nationaliste et rien n'est pire qu'un étranger qui dit des choses déplaisantes sur le pays parce qu'il ne comprend pas l'idiosyncrasie du pays. Ça lui est reproché en permanence. Et donc, l'un de ces génies de la sociologie, vrai scientifique, a dit « mais regardez, les courbes d'homicide, c'est à peine supérieur à l'époque des années 70 ». Remarque idiote d'un débutant. Dans les années 70, les cadavres étaient trouvés, si j'ose dire, en bon état. Ils avaient un coup de couteau, un office d'entrée d'une balle de revolver ou d'armes de long calibre, mais on ne trouvait pas des corps avec des traces systématiques de torture, de viol et de mutilation. Et on s'amusait assez peu à découper le sexe d'un homme, lui mettre dans sa bouche et pendre le cadavre par les pieds sous le pont d'une voie très passante dans une ville de province, et encore moins d'en mettre 5 ou 6. Donc vous avez aussi une cruauté impressionnante de ces groupes généralement liés au narcotrafic, mais pas seulement, qui se sont aussi mis à l'enlèvement contre rançon, et dans un pays comme le Mexique, à l'enlèvement contre rançon et à la réduction en esclavage des migrants centra-américains qui essaient de passer par le Mexique pour se rendre aux États-Unis et au Canada.
Ce qui est nouveau aussi, c'est que ces violences ont fait que dans un certain nombre d'endroits, la presse a disparu ou a été réduite au silence et les pays latino-américains, le Mexique au premier chef et le Venezuela, sont parmi les pays les plus dangereux pour les journalistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment cette violence est liée à deux choses qui ont été en parallèle avec l'éclosion des régimes démocratiques. Il y en a une qui est complètement conjoncturelle et qui n'y est absolument pas liée autrement que conjoncturellement. C'est, disons, le goût de plus en plus prononcé des élites puis de l'ensemble des populations, d'abord des États-Unis et du Canada, puis de l'Europe pour la cocaïne. Il y a là un marché absolument formidable avec des sommes colossales qui sont en jeu. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 2000, toute la cocaïne qui était acheminée au travers de l'Amérique centrale, puisque la route des Caraïbes était désormais fermée, alors que dans les années 90, vous aviez deux routes pour envoyer la cocaïne aux États-Unis, soit la Caraïbe, soit l'Amérique centrale et le Mexique. Là, il n'y a plus que l'Amérique centrale et le Mexique. À partir des années 2000, la cocaïne qui entre à Panama et qui sort en passant par le Guatemala, les bénéfices que ces transbordements ont générés sont supérieurs à l'ensemble des PIB de ces pays. Ça veut dire que vous avez un pouvoir de corruption absolument formidable. Et que si vous n'avez pas des habitudes très ancrées de résistance à la corruption et où l'argent mal gagné est considéré comme une chose inacceptable, tout le monde accepte. Deuxième source de corruption, la reprimarisation des économies latino-américaines. La Chine ayant un besoin urgent de différentes matières premières, elle s'est mise à acheter toute une série de choses et elle s'est mise à obtenir coûte que coûte des concessions d'un certain nombre de métaux ou d'hydrocarbures, n'hésitant pas à corrompre les autorités chargées de délivrer les permis, en particulier quand ces gisements de métaux rares ou d'hydrocarbures sont dans des parcs nationaux. Ce qui est le cas d'énormes gisements de métaux rares et d'hydrocarbures au Venezuela et dans le bassin amazonien. Qu'est-ce qui a encore augmenté les choses? C'est que quand c'était l'impérialisme à la papa des Américains, vous avez toujours eu, depuis les débuts de l'expansion impériale états-unienne en Amérique centrale et en Amérique latine, des gens qui ont écrit des choses terribles contre ça et qui ont rendu ça public. Et vous avez même eu des cours de justice devant lesquels les gens ont pu plaider. Disons, il y a quelqu'un que vous connaissez tous et que vous n'avez probablement jamais lu sous cet aspect-là, un des grands pourfendeurs de l'impérialisme américain, c'est Mark Twain, qui est célèbre par ses papiers sur les méfaits de l'impérialisme américain. En Chine, vous n'avez ni presse libre, ni tribunaux libres. Donc, les compagnies chinoises peuvent faire n'importe quoi, et les gens qui veulent acter en justice contre elles sont complètement démunis. Deuxième chose, ce boom des matières premières a donné énormément d'argent aux États. Et les États ont entrepris de renouveler ou de développer des infrastructures. Et disons, les années 90-2000, c'est le boom du BTP en Amérique latine. Bouygues en rêverait. Odebrecht l'a fait à sa place. Odebrecht, c'est le Bouygues brésilien, mais Bouygues est un petit à côté d'Odebrecht. Et Odebrecht, vous avez un scandale autour de lui, et il a corrompu à peu près tous les gouvernements latino-américains. Ceux des pays de l'Alliance bolivarienne, mais aussi ceux du centre droit et des libéraux qui étaient là pour lutter contre la corruption, comme l'ancien président péruvien. Donc, et cet argent a été réinvesti dans des campagnes électorales qui sont devenues de plus en plus coûteuses, de plus en plus nombreuses, on était en régime démocratique,
et les dispositifs légaux n'ont fixé aucun plafond pour les dépenses. Donc vous avez un jeu d'entraînement avec un certain nombre de phénomènes qui entrent en synergie et une corruption qui a été grandissante et qui est devenue un problème de première importance. Donc vous avez deux réactions. Vous avez une partie de la société qui s'est mobilisée contre, avec, dans un certain nombre de pays, des effets pervers où la justice a soit été instrumentalisée par des partis en compétition, comme au Brésil, soit a décidé d'entrer dans le jeu politique. Le juge qui a condamné Lula, il avait un certain nombre de charges réelles qu'il a accentuées et des tas d'autres juges ne l'auraient pas incarcéré et n'auraient pas mis des conditions de détention aussi dures, mais lui a moins été instrumentalisé par des rivaux de Lula qu'il est lui-même entré dans le jeu politique pour devenir ministre grâce à ça. Donc vous avez toute une série d'effets pervers de la justice dans un pays comme le Brésil, et vous avez en même temps dans d'autres pays une intolérance croissante aux phénomènes de corruption. Disons, les pays où ces choses se sont le plus développées, c'est en premier chef l'Uruguay et le Chili, ensuite l'Argentine et un certain nombre de pays andins, le Brésil avec toute l'ambiguïté qu'on connaît, et les pays à la traîne pour ce qui est de ce genre d'affaires, c'est bien évidemment le Mexique et les pays centra-américains. Et disons, le Honduras étant à peu près au même niveau que le Mexique. Si vous voulez voir ce que c'est que l'instrumentalisation de la justice au Mexique, il y a une petite série qui n'est pas mauvaise sur Netflix, qui est « Qu'est-ce qu'a été l'enquête sur l'assassinat d'un candidat à la présidence dans les années 80 » où on voit comment un juge, avec les meilleures intentions du monde, se plie au désir du pouvoir politique pour ne pas semer le désordre dans le pays. Donc vous avez cette chose formidable de la corruption qui est à la fois combattue par un certain nombre de gens, mais qui irrigue toute la société. Car, et je vais prendre qu'un exemple simple, qui est celui des narcotrafiquants, mais on pourrait multiplier les exemples. Un narco, ça ne travaille pas tout seul. Il a besoin d'agriculteurs, donc très vite d'agronomes, et je peux vous assurer que sur les plantations de marijuana, puis sur celles de coca pour faire de la cocaïne, vous avez les meilleurs agronomes qui sont sortis des meilleures écoles d'agronomie tropicale dans le monde. Vous avez ensuite besoin de chimistes. Vous avez besoin de gens qui achètent les produits chimiques. Vous avez besoin de transporteurs. Les transporteurs, ça va depuis les gens qui ont des guimbardes infâmes à des gens qui ont des voitures très puissantes pour amener les choses aux États-Unis en passant par les déserts de la frontière et charger des passeurs ensuite. Pour vous donner un exemple, le concessionnaire qui vend le plus de Hummer, ces espèces de grosses Jeeps monstrueuses américaines, il est à la frontière mexicano-américaine, côté mexicain, dans un État mexicain, et c'est lui qui en vend le plus. Et je peux vous assurer que c'est payé cash. Vous avez donc ces gens-là. Vous avez aussi des gens qui vendent des avionnettes. Vous avez des gens qui réparent des avionnettes. Vous avez des pilotes. Vous avez la même chose avec des bateaux. On a attrapé plusieurs petits sous-marins de poche faits en Colombie pour longer les côtes mexicaines ou centra-américaines et acheminer de la drogue dans les eaux territoriales américaines. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs assez capables et pas simplement 3 bricoleurs avec un chalumeau. Vous avez aussi la corruption des autorités locales, vous avez la corruption du monde politique, mais vous avez aussi des choses qui ont beaucoup plus pignon sur rue. Quand vous prenez l'avion, à Roissy, à Orly, chaque fois que je le prends pour aller en Amérique latine, je suis
j'ai envie d'avoir un feutre pour faire un graffiti, et je ne l'ai malheureusement jamais avec moi, il y a des publicités pour HSBC. HSBC, c'est une des banques qui a le plus lavé du narcodollar. Vous avez aussi toute l'industrie du bâtiment. Tous les centres commerciaux et toute une partie de l'industrie du logement bon, moyen et très cher au Mexique est un gigantesque lieu où on recycle du narcodollar. On en a tellement qu'il vaut mieux en mettre à pair dans ces constructions, ce qui permet d'avoir pignon sur rue et de devenir une fortune honnête. Et vous avez bien sûr les centres commerciaux, mais vous avez aussi toute l'industrie du luxe. Il y a eu une chose qui était très amusante, quand on a arrêté celle qu'on appelait la Reine du Sud, et il y a un très joli narcocorrido des Tigres del Norte sur la Reine du Sud, on a fait un inventaire de ce qu'on avait trouvé dans ces placards. Et donc vous avez toute une série de robes des meilleures marques italiennes, européennes et américaines, et vous avez même, de la même façon, des bijoux de grands joailliers américains et européens. Et il serait très intéressant d'aller chez Piaget, Chaumet, Rolex, et de voir comment toute une série de narcos considèrent qu'ils ont raté leur vie s'ils n'ont pas la Rolex avec le plus de diamants possible à moins de 50 ans. Bon. Et donc vous avez toute une industrie du luxe qui vit des bureaucrates chinois et des pots de vin du monde chinois, mais aussi des narcotrafiquants. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment ces choses ont été réinvesties dans la politique aussi, et qu'on a repris des bonnes vieilles habitudes d'achat de vote, de trucage en payant les autorités de tutelle, et que cet argent est réinvesti là-dedans. Et si on regarde la politique locale au Mexique, on a des tas d'exemples de ça. Si on regarde en Colombie, on a les mêmes choses. Et si on regarde la capacité d'un monsieur comme Daniel Ortega de revenir au pouvoir, eh bien, elle a aussi tenu à de l'argent venu du narcotrafic. Je ne vois pas comment les narcotrafiquants pourraient éviter le Nicaragua. Ils arrosent les militaires honduriens et guatémaltèques, et celui qui contrôle les militaires nicaraguayens, c'est Don Daniel Ortega. Et Daniel Ortega a un fils qui est chargé de ces histoires-là. Tout le monde le dit au Nicaragua. Donc, et c'est avec ça qu'il a pu acheter des gens de la Cour suprême, donner des cadeaux et des émoluments à des députés pour qu'ils votent bien un certain nombre de jours. Donc vous avez, si vous voulez, un retour à des habitudes de corruption qui étaient très présentes au XIXe siècle et au début du XXe, mais avec cette fois-ci des sommes beaucoup plus considérables en jeu, puisque autrefois on était dans la contrebande à la papa. La contrebande à la papa, ça consistait à faire venir de l'électroménager des États-Unis ou des pays centraux et à faire des douanes parallèles pour les importer. Et là, les mêmes circuits qui servaient à faire venir l'électroménager des États-Unis au Mexique, c'est ces mêmes camions qui, avec le traité de libre commerce, ont mis au milieu des tomates, des oranges, des bidets et des quelques entreprises de confection qui restent à la frontière de la drogue. Donc vous avez un formidable effet d'entraînement autour de ça. Je voudrais aller plus vite et insister sur une dernière chose là-dessus, c'est comment cette image de la corruption et des gens qui font de l'argent dans tous les sens, elle est doublement légitime dans le monde latino-américain, quelles que soient les critiques dont elle fasse l'objet chez une partie des gens. Il y a une partie des gens qui sont outrés de ça et qui considèrent que l'argent mal acquis, on n'a plus le droit d'en avoir et qui valorisent le travail, mais il y a deux choses qui vont contre cette idée-là. Une idée très ancienne en Amérique latine, qui vient de l'époque coloniale, qui est que la fortune, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire, on met la main sur des trésors, on met la main sur des mines, on met la main sur des ressources foncières et on les fait exploiter en travaillant peu. Et d'une certaine façon, l'économie de la drogue renvoie à cet imaginaire-là.
et c'est tout à fait admis. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est dans tout un imaginaire du succès dans la société contemporaine, et si vous prenez des espèces de modèles qui sont donnés en exemple aux gens, un peu partout dans le monde, c'est les grands sportifs ou les gens du capitalisme financier, les agents de change. Qu'est-ce que c'est les très grands sportifs? Pour toute une série de compétitions internationales, c'est des gens qui ont trouvé le bon produit, qui ne se font pas toper au contrôle antidopage. Et tout le sport de haute compétition est ravagé par ça. Et par ailleurs un consommateur récréatif de ces produits qu'on appelle la cocaïne et la marijuana. Et de la même façon, dans le monde de la finance, il y a à la fois une addiction à ces produits et il y a aussi un monde qui fonctionne tout le temps à la limite de la légalité. Et il y a l'image d'une société où tout est permis pourvu qu'on soit dans les mêmes starting blocks au début et que l'argent roi et les plus grandes fortunes sont légitimes. Disons, ce mode de vie insensé des grands sportifs ou de certains grands comédiens, ou pas forcément dire des grands comédiens, mais des comédiens qui ont du succès, ou de certains rois de la bourse ou de la finance, c'est des modèles de la consommation somptuaire et d'un capitalisme plutocratique qu'on pensait avoir disparu après la crise de 29. Or, on retrouve ces choses-là qui se marient très bien avec l'idéologie de la mondialisation, mais aussi avec une idéologie plus ancienne en Amérique latine, ce qui fait que, disons, la corruption et ses à côté sont à la fois combattus, et il y a des tas de gens qui considèrent en Amérique latine qu'il y a quelque chose de là d'inacceptable et qu'il convient de se défaire de ça, mais qu'il y a en même temps une tension avec un certain nombre de gens qui pensent que c'est pas si mal. Deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est ces tentatives néo-populistes. Disons, un certain nombre de scandales de corruption au moment de l'arrivée de régimes démocratiques en Amérique latine. Corruption liée dans certains pays à la rente des hydrocarbures, le Venezuela en est le plus bel exemple. Corruption liée à des privatisations qui ressemblent à celles des privatisations russes après la chute de l'effondrement soviétique. Politique d'ajustement extrêmement brutale dont les classes populaires ont fait les frais, ont fait que beaucoup de gens ont considéré que le slogan du premier président démocrate après les régimes militaires en Argentine, Raúl Alfonsín, qui disait « avec la démocratie, on mange, on s'éduque, on se soigne ». Ce n'était pas simplement un système politique, mais c'était aussi l'idée d'un État-providence qui allait donner les mêmes chances à tout le monde. Tout ça s'effondre et est remis en question. Et vous allez avoir dans un certain nombre de pays latino-américains toute une série de mouvements sociaux qui vont se coaguler et protester contre les politiques d'ajustement du FMI et de la Banque mondiale. Et les plus grands exemples en sont au Venezuela à la fin des années 90, dans la Bolivie du futur Evo Morales, qui vont défaire plusieurs présidents, qui appliquent strictement les politiques du FMI et qui veulent conclure des accords gaziers qui font frémir tout le monde, ou l'Équateur de Correa. Et des présidents prétendant généralement des nouveaux venus sur la scène politique, qui sont parfois d'ailleurs un personnel plus ancien, mais du monde des mouvements sociaux, comme Morales en Bolivie, alors que Chávez et Correa sont de parfaits inconnus sur la scène politique quand ils y prennent pied, vont s'affirmer comme les porteurs de mouvements sociaux et vont revenir sur les critiques qui avaient été faites au monde socialiste et vont dire il faut qu'on renoue avec les idéaux socialistes, et ils vont proposer d'ailleurs d'être un socialisme pour le XXIe siècle, et ils vont avoir un regard tourné vers les grandes expériences populistes latino-américaines des années 30 jusqu'aux années 50. C'est Cárdenas au Mexique, Vargas au Brésil et Perón en Argentine. Et ils vont arriver au pouvoir et construire des politiques sociales qui vont être remarquablement efficaces dans un premier temps, puisque
les premiers régimes démocratiques voient les ajustements structurels prônés par le FMI et ils arrivent dans une conjoncture de baisse du prix des matières premières. Chance pour les régimes de ce qui va constituer ensuite l'alliance bolivarienne, les cours du pétrole et des hydrocarbures comme des minerais remontent de façon fantastique. Donc, ils peuvent faire des politiques sociales redistributrices. Or, ils ne vont pas créer des États-providence façon welfare state anglais travailliste du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ou des dispositifs comme le RMI en France. Mais ils vont construire des dispositifs où vous passez par des réseaux d'affiliation politique pour avoir droit à telle et telle chose. Il ne suffit pas d'être en dessous de tel seuil de revenus pour avoir l'équivalent d'un RMI ou de bourse pour étudier, mais il faut être affilié à des organisations de masse du parti au pouvoir. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir va discipliner les organisations de base qui l'ont porté au pouvoir, c'est-à-dire que tous ceux qui n'acceptent pas la tutelle de l'État et la nomination de nouveaux cadres à la tête de ces mouvements ou que les cadres de ces mouvements fassent allégeance au nouveau pouvoir sont écartés. D'abord, on leur coupe les vivres et ils ne font pas partie de la redistribution, et ensuite, ils sont poursuivis. Et très vite, on va voir apparaître dans ces régimes ce qu'un sociologue équatorien de la Torre a appelé un légalisme discriminatoire, c'est-à-dire qu'on va prendre toute une série de mesures de droit qui vont viser à interdire l'activité politique syndicale ou celle d'ONG qui sont contraires au pouvoir. Et on va de la même façon, disons, remettre en cause la séparation des pouvoirs. La première chose que vont faire ces présidents, qui était, disons, un leitmotiv des nouveaux régimes démocratiques, c'est on veut absolument éviter ce qu'on a appelé en Amérique latine le continuisme, c'est-à-dire de présidents se perpétuant au pouvoir. Et disons, le grand argument d'Evo Morales, qui est tout à fait intéressant comme représentation de la politique, Evo Morales a tenté d'obtenir et il a fait sauter les verrous. Mais dans la négociation pour faire sauter les verrous permettant des réélections indéfinies, quel a été son grand argument? Le pape peut exercer sa charge tant qu'il s'en sent les forces et que les fidèles le suivent. Pourquoi est-ce qu'un président de la République, en pleine possession de ses moyens et se sentant capable d'assumer son destin présidentiel, ne pourrait pas se représenter éternellement? Et d'une certaine façon, dans tous ces pays, on a cassé ce cadenas, sauf en Argentine et en Équateur. En Bolivie, le cadenas n'est pas cassé, mais le président va quand même se représenter. Et on va assister à la chose suivante, pour aller vite, c'est à une mise en question progressive de ces régimes, car ils vont pratiquer non seulement un clientélisme en faveur de ceux qui s'affilient à eux pour bénéficier de ces politiques sociales, mais ils n'ont nullement inventé la corruption, mais ils vont reprendre les habitudes de corruption qui existaient dans ces pays bien avant eux, et ils vont les multiplier et faire exactement ce qu'ont fait d'autres dirigeants politiques dans d'autres pays, où les sommes en jeu ont été considérables du fait de la hausse du prix des matières premières et de la demande accrue de matières premières. Du coup, ces États-providence ou ces systèmes clientélistes, puisque ce n'était pas un État-providence, parce qu'il n'avait rien d'universel, se sont peu à peu effondrés et ces régimes sont devenus parfaitement impopulaires. Donc vous avez trois cas de figure. Vous avez eu des sorties soft de ces systèmes, comme en Argentine ou en Équateur. Et vous avez quelque chose où on ne sait pas où on va aller pour le moment, qui est la Bolivie, et vous avez deux pays qui sont dans une crise majeure, où il y a des présidents qui se sont perpétués au pouvoir grâce à la fraude électorale. Le cas
le plus, disons, accompli, c'est celui d'Ortega au Nicaragua. Et je dirais d'une certaine façon, Chavez et Maduro l'ont rêvé et Ortega l'a fait sans tambour ni trompette. C'est-à-dire qu'il a fait sauter les verrous qui lui interdisaient de se représenter une troisième fois. Il s'est représenté une troisième fois. Là, il n'avait plus de verrous. Et pour la quatrième fois, pour que les choses soient parfaitement claires, l'opposition n'a pas eu le droit de se présenter. Bon. C'est le projet de Maduro, mais Maduro ne l'a pas réussi. Et vous avez derniers actes électoraux qui sont l'arrivée de ces deux personnages pas du tout atypiques des pays où ils ont été élus. Bolsonaro et López Obrador au Mexique. López Obrador au Mexique, c'est un des politiciens les plus expérimentés du Mexique. Il vient des rangs du Parti révolutionnaire institutionnel, il y a été formé dans l'État pétrolier du Tabasco, il a fait la scission de gauche avec le Parti de la Révolution démocratique et ensuite il a créé son propre mouvement, Morena, le mouvement de la régénération nationale. Et il a été élu comme jamais aucun autre président mexicain n'a été élu, sauf avec la fraude, dans les années 70. Mais là, les élections ont été limpides et transparentes parce que les partis qui avaient toute une série de gens dans les organismes de contrôle électoraux ne voulaient absolument pas que AMLO soit élu. Et AMLO a été élu non seulement de façon triomphante à la présidence de la République, mais il a une majorité à la Chambre, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans, et il a une majorité en même temps au Sénat, ce qui, là encore, n'était pas arrivé depuis 88. AMLO veut refaire d'une certaine façon ce qu'ont fait les autres présidents de l'ALBA. Il n'a jamais fait partie de l'ALBA et il a un projet du même ordre. Et disons, ce qui l'a rendu populaire, c'est l'ineptie des deux partis qui ont gouverné le Mexique à partir du moment où il y a eu une ouverture démocratique au début des années 90. C'est le vieux Parti révolutionnaire institutionnel et le Parti d'Action nationale. Et, disons, AMLO a été élu pour mettre fin à la violence et pour mettre fin à la corruption. Et il était l'homme qui s'était présenté 3 fois à la présidence de la République, 2 fois, et qui a fini par être élu. Mais il représentait ce qu'il y a de plus classique dans le système politique mexicain. Bolsonaro, on ne peut pas lui prêter, on peut faire toute une série de critiques à AMLO, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître un grand talent d'homme politique. Alors que Bolsonaro est une brute qui a été servie par le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est une récession économique sous Dilma Rousseff qui va frustrer toute une série de Brésiliens de leurs ambitions de mobilité sociale dans les classes populaires et la fureur des classes moyennes dont les domestiques ont désormais des droits. C'est-à-dire qu'avant, les classes moyennes avaient 1 ou 2 bonnes, elles pouvaient les tailler et les corvéer à merci, il n'y avait ni code du travail et encore moins de contrat de travail. Là, grâce aux lois votées sous Lula et Dilma, il y a un code du travail et des contrats du travail qui s'appliquent en bonne et due forme. D'ailleurs, un collègue à moi qui est un sociologue très astucieux, Dominique Vidal, a dit « Moi, les histoires des partis politiques, je m'en fous, ça m'emmerde. Savoir si c'est bipartisan, multipartisan, je m'en tamponne. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les transformations sociales du Brésil. » Il dit « Qu'est-ce que je vais prendre comme marqueur ?» Il a commencé à travailler là-dessus dans les années 90. « Je vais prendre les syndicats d'employés de maison. Comment apparaissent dans les années 90 et au début des années 2000 des syndicats d'employés de maison qui acquièrent un rôle absolument formidable. » Et il dit « C'est le signe d'une mutation des relations sociales. Des gens qui pensaient qu'ils n'avaient aucun droit et qu'ils étaient dépendants de bonnes relations de type paternaliste avec leur employeur découvrent que le droit s'applique partout. » C'est ce que n'ont pas pardonné une partie de l'électorat de la classe moyenne à Lula, dont certains avaient au besoin pu voter pour lui. C'est deuxièmement les affaires de corruption qui ont éclaboussé tout le monde, Lula,
d'une bien moindre façon, mais les partis de droite aussi. Et c'est donc un aventurier comme Bolsonaro qui a enflé et qui est rentré en connivence avec les églises évangéliques qui sont très nombreuses et qui se sont coalisées en sa faveur. Et c'est aussi, disons, un populisme pénal punitif, c'est-à-dire devant une incapacité des gouvernements qui se sont succédés de Cardoso à Lula et à Dilma de prendre sérieusement en charge la question de l'ordre public, parce que disons, le crime n'est pas un mythe et un fantasme inventé par des huluberlus dans les médias au Brésil, c'est un problème extrêmement préoccupant et qui empoisonne la vie ordinaire des gens, en particulier des plus pauvres. L'espèce de populisme punitif dont a fait montre Bolsonaro s'est avéré très payant. Et ce qui est tout à fait intéressant, et dans les cas de l'Alba, et aujourd'hui dans le cas de Bolsonaro et de AMLO, c'est que vous avez toute une partie de l'électorat qui, devant les difficultés que rencontrent les régimes démocratiques, font fi de la pratique de la séparation des pouvoirs, du principe de on est présumé innocent, et d'un certain nombre de choses comme ça, et qui veulent des réponses immédiates à des problèmes qui n'ont pas été résolus et qui sont prêts à appuyer des solutions autoritaires et aux besoins antidémocratiques qui se nourrissent soit de la nostalgie de l'autoritarisme militaire, soit de la nostalgie des vieux populismes historiques. Et face à ça, on a des mouvements démocratiques qui peinent à s'organiser et en particulier à transformer des myriades de mouvements associatifs qui protestent contre mille choses et qui sont très bien organisés et assez performants, mais qui peinent à trouver une façon de se coaliser et de pouvoir présenter un personnel politique nouveau capable de l'emporter contre les vieux classiques politiques. Donc, si vous voulez, à la fois, l'Amérique latine n'a jamais été autant en demande d'égalité et de respect des libertés fondamentales pour toute une partie de la population. Il y a une partie de la population qui tourne le dos à ça, exactement comme en Europe, au profit de populismes plus ou moins radicaux, et en même temps, cette gauche démocratique ou ce centre droit libéralo-démocratique, il peine à trouver un personnel politique nouveau. Et c'est le dilemme devant lequel est l'Amérique latine et qui n'est pas très différent, me semble-t-il, quelle que soit la différence du substrat économique de celui que connaît l'Europe aujourd'hui. Voilà, j'espère pas avoir été trop long ni trop schématique et je suis prêt à répondre à toutes vos demandes de clarification, à vos objections. Il y a quelques semaines, j'ai invité un copain philosophe brésilien à présenter 4 conférences sur l'histoire de la pensée démocratique au Brésil dans le séminaire que je fais à l'École des hautes études. Et en discutant avec lui, qui s'appelle Newton Bignotto, Newton me disait, pour moi, et c'est quelqu'un qui a fait ses études en France, qui a fait une thèse de philo en France à l'École des hautes études, il me disait, quand je vois les manifestations contre l'organisation et les dépenses pour le mondial de football et ensuite les Jeux olympiques au Brésil, pour moi, c'est ce qui a été la première. Il y avait à la fois des revendications en disant on se fout de nous, on construit des stades alors qu'il faudrait construire des hôpitaux, des écoles et des lignes de transport en commun. Et en même temps, au milieu des gens qui protestaient pour ça, et c'était parfois les mêmes, il y avait les gens qui disaient Lula, salope, avec ces termes-là, t'es une grosse ordure, t'as donné trop de droits à des gens qui sont des feignants qui ne veulent plus travailler. Les gens qui étaient des feignants, qui avaient trop de droits et qui ne veulent plus travailler, c'était tous les employés domestiques. Et il y avait ce mélange composite. Et disons ça, on a assisté à ça au Brésil, mais c'est le seul pays où on a vu ce mélange-là pour le moment. Et disons, dans les autres pays, tu as beaucoup plus de mouvements très composites contre la corruption. Par exemple, au Pérou, dont on ne parle pas beaucoup, dans un pays comme le Nicaragua, l'insurrection civique agglomère des gens extrêmement différents, mais avec chaque fois des revendications de rétablissement ou affermissement des pratiques démocratiques, avec vraiment la conscience que le régime démocratique est fragile,
que les libertés sont précieuses et qu'il faut faire extrêmement attention à ça, et disons, avec une conscience de ce que c'est la nécessité du droit, du respect du droit, de la séparation des pouvoirs, de ce que c'est qu'un mandat, qui est paradoxalement beaucoup plus affûté parfois chez ces gens en Amérique latine, qui sont dans des démocraties récentes, parce qu'avant, il y avait formellement des constitutions qui étaient démocratiques, mais il y avait toute une série d'articles dans les constitutions qui ne l'étaient pas et qui faisaient que c'était des régimes oligarchiques et pour une part censitaires, qui sont très conscients de ces droits, beaucoup plus qu'un certain nombre de gens en Europe, me semble-t-il. Mais le seul mouvement, c'est celui de protestation contre les constructions au début du mandat de Dilma. Oui. Question sur les mouvements indigènes. J'aimerais avoir votre impression sur l'avenir éventuel du mouvement zapatiste au Mexique par rapport au nouveau président. Alors, le mouvement zapatiste au Mexique, ce n'est que très partiellement un mouvement indigène. Je m'explique. Quand le mouvement, l'armée zapatiste de libération nationale se développe et s'implante dans les années 70, c'est un petit groupe de rescapés maoïstes formés à l'université agronomique de Chapingo, qui s'implantent dans la forêt lacandone et qui ne font pas beaucoup d'entrées. Et ils vont se lier avec l'évêque de San Cristóbal, Samuel Ruiz, qui va leur mettre le pied à l'étrier et dire aux gens qui font tout un travail de catéchèse dans les communautés indiennes, et pas tellement dans celle des hauts plateaux de Tzotzil et de Tzeltal, mais celle des communautés de Tzotzil et de Tzeltal qui migrent vers les basses terres lacandones, où ils essartent la forêt primaire pour constituer des colonies agraires, avec tout un mouvement de déplacement vers le tropique qu'ont connu toutes les paysanneries latino-américaines. Ils ont toute une partie de la déforestation de l'Amazonie, c'est aussi ça. C'est des gens qui descendent du piémont andin vers la forêt, et pas simplement des gens qui font de l'agro-business, qui viennent des côtes brésiliennes. Mais il y a tout un mouvement paysan de colonisation. Et donc là, il y a rencontre entre les deux choses. Mais le mouvement zapatiste va toujours être entre les mains d'une petite élite métisse, urbaine, dont Marcos est l'archétype. Alors, il y a des gens qui vont mettre comme des personnages emblématiques à côté d'eux, mais tout ce qu'on sait d'une sociologie sérieuse du zapatisme montre que c'est un mouvement révolutionnaire qui s'est converti, disons, à un mouvement alter, implanté localement, alors qu'au début, il y avait l'idée qu'il allait conquérir tout le Mexique et que le Chiapas était une base pour avancer jusqu'à Mexico. Là, ils sont, disons, ils se sont réorganisés dans les zones du Chiapas qu'ils connaissent. Ils ont été énormément aidés par la solidarité internationale pour monter des programmes alternatifs qui venaient compenser, parce qu'ils interdisaient à l'État de développer des programmes d'assistance. Parce que paradoxalement, le Chiapas a été un des États qui a reçu le plus d'aide de l'État central au Mexique. Parce qu'on considérait qu'il y avait un danger, et encore plus quand le soulèvement a éclaté, donc on a arrosé. Et un des grands débats dans les communautés où étaient présents des zapatistes, c'était est-ce que nous avons la majorité pour refuser la manne étatique et qu'est-ce que nous pouvons offrir d'autre aux communautés paysannes. Et en fait, il y a un statu quo et ils protestent. Et disons, le sous-commandant Marcos a toujours refusé d'aller aux élections, de se construire une base électorale locale dans le Chiapas. Et donc, il joue la contre-société, et là, il est paralysé par AMLO. Et disons, alors il dit on est contre le projet de train Maya d'AMLO, qui est, disons, du point de vue de l'écologie, une connerie majeure, et du point de vue du tourisme, un truc presque aussi con que la rivière Maya. Mais disons, le seul problème, c'est que si vous regardez une carte, le trajet du train, il ne passe pas par les zones où sont les zapatistes. Il passe par d'autres zones. Donc il y a une espèce de déphasage entre les deux. Donc le mouvement zapatiste, il va continuer à survivre. Il y a des gens qui vont continuer à l'appuyer. Ils reçoivent beaucoup moins de donations et d'aide internationale qu'avant, parce qu'il y a dans le monde des finances qui se sont réduites. Il y a des gens qui auraient donné
pour la cause zapatiste qui maintenant vont donner pour des réfugiés qui viennent de Proche-Orient ou de la Somalie. Donc il y a un problème, disons, ils ont un problème comptable qui est très compliqué. Petit à petit, il y a une espèce de peau de chagrin qui se réduit et il y a des villages, des municipios, des municipalités qui autrefois étaient entre les mains des zapatistes qui, disons, tournent le dos au zapatisme, où les zapatistes ne sont plus en majorité et qui donc rentrent dans des programmes d'assistance gouvernementale. Et c'est très probablement ce qui va se passer avec le gouvernement, sous-gouvernement de López Obrador. Pour les autres mouvements, et si vous voulez, et les autres mouvements indigènes qui existent dans le sous-continent, ils sont extrêmement composites. C'est-à-dire que vous avez des mouvements d'un grand sérieux avec peu de corruption, et puis vous avez des mouvements, il y en a un que je connais très bien, que je suis depuis les années 80, qui est le mouvement indigène Miskito, où vous avez une série de leaders dont la corruption ne le cède en rien à des gens qui sont métis ou blancs, mais qui se sont mis à des pratiques absolument infâmes. Et si vous voulez, vous avez, et vous en avez qui viennent des rangs des sandinistes, et des gens qui viennent des rangs de l'opposition aux sandinistes. Il y a une dame qui a eu un rôle très important à l'ONU, qui est Mirna Cunningham, qui était rapporteure à l'ONU pour les questions indigènes. Vous savez comment elle est surnommée en Mosquitia? On la surnomme Mierda Cunningham, c'est-à-dire Cunningham, la merdeuse, parce qu'elle a des affaires de corruption invraisemblables et que son fils, qui est le gouverneur de la région autonome de la Caraïbe Nord, parce qu'on a changé, c'est plus l'Atlantique Nord, c'est la Caraïbe Nord, il est à la tête d'un trafic de terres, en principe inaliénable, des communautés indigènes qui ferait vomir, mais il faut reconnaître qu'il n'a fait que reprendre les pratiques d'un type venu des rangs de la Contra, puis rallié aux sandinistes, qui est Stidman Fagot, que j'ai connu, grand leader de l'opposition armée, ou de son copain, en apparence plus décent que lui, mais tout aussi pourri, mais qui n'est pas un assassin comme Stidman Fagot, Brooklyn Rivera. Et disons, et il y a une avocate, Miskito, qui est la cousine de Mirna Cunningham, qui s'appelle Lottie Cunningham, qui a dû être exfiltrée par une ONG hollandaise aux dernières municipales, parce que les sandinistes et les colons menaçaient de lui faire la peau. Donc elle est venue 3 mois en Hollande. Et donc, si vous voulez, et donc vous avez toute une mosaïque qui est, disons, très différente, avec, disons, il y a à la fois des organisations indigènes qui sont extrêmement bien, avec des leaders qui sont des gens solides et qui sont des politiciens tout à fait respectables, et vous avez dans d'autres endroits des gens qui sont invraisemblables. Analyse semblable en ce qui concerne Morales et la Bolivie, ou seulement par point? Morales, il est hyper... Alors, en plus, en Bolivie, vous avez un problème ethnique qui est compliqué. Parce que, bon, vous avez la bagarre avec les gens de Santa Cruz, qui est une ville de colonisation récente dans les Basses-Terres, qui est une ville blanche et qui a quasiment un mythe arianiste. On est les plus blancs et on est la civilisation de la Bolivie, les autres sont des pouilleux. Mais vous avez des tensions entre la paysannerie métisse d'origine aymara et Morales, il n'a jamais été un leader d'un mouvement ethnique. Morales, il est un ancien syndicaliste de la mine qui est devenu un syndicaliste des cocaleros, c'est-à-dire des fabricants de pâtes base qui ensuite est exporté en Colombie dans les laboratoires pour faire de la cocaïne. Et il est en bisbille avec les communautés aymara et les mouvements aymara qui refusent son allégeance, et plus encore avec un discours raciste invraisemblable, enfin, digne des élites métisses, vis-à-vis des Indiens des Basses-Terres, qui sont des Indiens de groupe amazonien, qui sont des gens qui sont peu agriculteurs, qui sont horticulteurs et des chasseurs-collecteurs nomades, et qui dit qu'est-ce que ces pouilleux utilisent mal des milliers d'hectares qui sont à leur disposition, et nous on n'a pas assez de terre et on va en prendre parce qu'ils ne vont pas nous emmerder. Qui est, disons, c'est un discours qui n'est pas tellement différent de celui des colons puritains quand ils s'élancent dans les grandes prairies de l'Ouest américain. J'avais 2 questions. Une portant sur
la Chine et la recherche aux matières premières, est-ce qu'il y a une pression sur les terres, comme il y en a par exemple par rapport en Afrique. Pour la deuxième question, plus anodine, comment ça se passe pour les migrants qui montent vers le Mexique? J'ai trouvé les gens qui font partie du comité migrants qui ont vu des rapports là-bas, ils disent que les migrants sont très bien reçus par rapport à ce qui se passe en Europe. Voilà. Alors, sur la politique chinoise, les Chinois font exactement comme en Afrique, ils achètent des terres, et disons l'exemple de pression les plus formidables, c'est au Nicaragua. C'est-à-dire il y a un mouvement paysan qui s'oppose au canal et qui est persécuté, et il est persécuté parce que je pense que la famille Ortega a reçu des pots de vin absolument colossaux sur l'histoire du canal. Sur la politique vis-à-vis des migrants, les flics ont été de mèche avec les groupes de narcotrafiquants depuis très longtemps au Mexique. Et donc, quand les groupes de narcotrafiquants se sont mis à enlever les migrants pour les réduire en esclavage, soit les faire travailler pour les femmes dans des bordels, soit pour les faire travailler comme mules pour passer de la drogue aux États-Unis, les flics ont été complices de ça. Par contre, la société mexicaine a été assez généreuse avec les migrants centra-américains. Et disons, les villes frontalières ont eu une politique très généreuse vis-à-vis des migrants, et López Obrador, et c'est vraiment là-dessus on ne peut que le saluer, c'est-à-dire il a eu une politique extrêmement généreuse vis-à-vis des migrants, c'est-à-dire de dire 1, on va garantir votre sécurité, 2, on vous donne des droits à une assistance minima médicale et autres, et deuxièmement, le Mexique a besoin de main-d'œuvre dans le sud-est pour reforester toute une série de zones, et on veut vous employer sur place et on veut vous décourager d'aller aux États-Unis parce que la plupart d'entre vous n'y arriverez pas, vous restez coincés à la frontière dans le nord du pays où les conditions climatiques sont extrêmement dures quand vous arrivez en hiver, et disons quand vous êtes dans un gymnase avec pas grand-chose sur vous et qui fait... parce qu'à la frontière du Mexique et des États-Unis, l'hiver, la nuit, il fait -10. Alors si vous êtes à Tijuana, il fait moins froid parce que vous avez l'influence adoucissante de la mer, mais si vous êtes dans les États centraux du Chihuahua, du Coahuila ou du Durango, c'est très rude. Donc il a cette politique très généreuse, et là, il a vraiment un truc qu'il a pensé, et il y a tout un réseau souvent lié aux églises qui sont tout à fait admirables vis-à-vis des migrants centra-américains. Disons, c'est à la fois des choses que j'ai lues dans des reportages de collègues et de gens qui ont travaillé à la frontière, et c'est surtout des choses que m'ont raconté des migrants centra-américains. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser deux questions. La première sur López Obrador, son attitude par rapport au traité l'ALENA avec les États-Unis et le Canada. Donc comment il se positionne par rapport à ça, et avec son bras de fer sur le mur, ce fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Et puis une deuxième question sur comment vous voyez les choses au niveau de Bolsonaro, qui a quand même dans son gouvernement trois forces quand même un peu distinctes, qui sont quand même des militaires. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ce qui est vrai à un moment de l'histoire, peut-être dans beaucoup de pays d'Amérique latine, à savoir que les militaires ont dégommé l'oligarchie et les grands propriétaires derrière. Là, en l'occurrence, il y a à la fois les militaires, et à la fois les grands propriétaires, éleveurs, et puis les évangéliques, je ne sais pas trop ce qu'ils représentent comme force politique, mais comment vous voyez cet équilibre politique? Parce qu'on revient du Brésil il n'y a pas longtemps, effectivement, en discutant avec les gens, beaucoup ont peur d'un retour en force quand même des militaires, sachant que Bolsonaro, là je partage complètement ce que vous dites, c'est une marionnette. Le problème c'est qu'il s'est entouré de gens qui, eux, ont des intérêts très précis de classe politique. Et comment est-ce que vous voyez cet équilibre ou déséquilibre qui risque de se produire? Bon, et rappelez-moi votre première question, c'était sur... Sur
la politique, enfin comment, dans son programme politique, Oui. je sais pas, López Obrador, comment il se situe, il se positionne par rapport à ce traité? Bon, alors, je vais commencer par AMLO et finir par le Brésil. AMLO, il peut être aussi tonitruant que Trump. Et donc, d'une certaine façon, Trump avait face à lui, excusez-moi de l'adjectif, mais c'est le seul qui s'impose, des connards de technocrates mexicains qui me rappellent les pires de ce qu'on a ici. Donc, qui pensaient qu'ils étaient dans une discussion rationnelle avec un type et des gens agissant rationnellement. Or, Trump a un agenda strident. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il a besoin de Salvadoriens et Mexicains pour nettoyer ses greens et vider les poubelles de ses différents hôtels. Et en même temps, il a un discours nativiste, raciste, insensé. Les Mexicains, c'est bien connu, sont tous des violeurs. Bon. Et donc, AMLO lui est rentré dedans très tranquillement, c'est-à-dire en disant on n'insulte pas le Mexique, et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix, et le mur, il n'est pas question qu'on le construise. Et à la différence des présidents mexicains précédents qui étaient des valets, des très mauvais valets de comédie face aux Américains, lui, il leur tient tête. Alors, j'ai des tas de reproches à faire à AMLO, mais je me souviens, enfin, moi j'ai été enchanté quand il a envoyé chier Trump. Et d'une certaine façon, sa capacité à le faire tranquillement est probablement le meilleur préalable à des négociations sérieuses. C'est-à-dire, hijo de puta, me quieres retar, te reto. Alors, il ne dit pas hijo de puta parce qu'il n'est pas nicaraguain, il est poli, mais il dit Seigneur, si usted me quiere retar, vous voulez me défier? Eh bien, moi, je vous défie, et on va voir ce qui se passe. Et vos histoires, on n'en a rien à faire. Et il est dans une position invraisemblable en même temps. C'est-à-dire que AMLO s'est vanté de n'avoir jamais quitté le Mexique, sauf pour aller en voyage de noces à Cuba. Bon. Quand on sait l'importance des relations entre les États-Unis et le Mexique, ça peut apparaître comme une faute, et c'est d'une certaine façon une faute. Mais paradoxalement, ces limites et ce côté très obtus d'AMLO fait la merveille dans les négociations avec les Américains qui sont complètement déstabilisés. C'est-à-dire ce type peut dire, bah, écoutez, non, nous on va surveiller la frontière, non, on s'en fout, telle chose, non, on s'en fout. Donc il est, je pense, dans une bien meilleure situation pour négocier avec les États-Unis que les précédents présidents, et comme il n'est pas fou, et qu'il est très en lien avec un certain nombre de grands industriels mexicains, c'est pour ça qu'il a fait la première faute de son septennat, qui a consisté à ne pas voter une réforme fiscale qui s'impose au Mexique, parce que les très riches et les entreprises ne payent pratiquement pas d'impôts, il n'y a que des impôts indirects. Et la classe moyenne, salariée, paye des impôts, mais disons, quand on explique à des Mexicains des 4 déciles les mieux installés au Mexique ce qu'est le système d'impôt en France, ils ne comprennent pas que ça soit possible. Et quand on leur dit que c'est comme ça qu'il y a un État-providence qui marche, ils ont un malaise. Et quand on leur dit que si AMLO était un homme de gauche, il voterait ça, alors là, il faut amener des défibrillateurs. Bon, pour ce qui est de Bolsonaro, je pense que Bolsonaro est un dingue, mais il n'est pas la marionnette d'un groupe, il est la marionnette de lui-même. C'est-à-dire que c'est un aventurier qui, disons, joue un jeu très compliqué avec les groupes d'intérêt au milieu desquels il est, et dont les agendas peuvent coïncider et en même temps ne coïncident pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand Bolsonaro dit « on va mettre l'ambassade du Brésil à Jérusalem et on appuie l'annexion du Golan et tous les territoires occupés », il y a les types de l'agrobusiness qui disent « attention, nous, on fait de la volaille et on fait de la volaille cachère et notre principal marché d'exportation, c'est les pays arabes. Et ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui va nous acheter tout notre poulet. Donc, on arrête les blagues. » Et les militaires disent « et nous, on fait de la quincaillerie très performante pour les pays tropicaux et nos automitrailleuses,
nos chars, nos véhicules légers blindés, on les vend dans les pays arabes, et il est hors de question de se mettre à déconner comme ça. Donc Bolsonaro, et c'est des gens du PT qui m'ont dit, le paradoxe, c'est que c'est les militaires qui ont le plus de raison là-dedans. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Bolsonaro est un militaire qui est parti honteusement de l'armée. D'abord, il s'est fait virer. Et en plus, s'il y a bien un système qui est hiérarchique, c'est l'armée. Et donc, quand on est capitaine, on n'est pas grand-chose face à un général. Et donc, quand il convoque les généraux, il n'est pas dans une relation... Il est le président de la République, et bien évidemment, ils le savent, mais... les militaires brésiliens, je n'ai pas suivi le dossier de près, mais dans les années 80, j'avais lu des choses qu'on peut trouver pas excitantes, mais c'était tout sauf idiot, de l'amiral Geisel, qui était le penseur militaire brésilien, et il avait une pensée géopolitique qui n'était pas n'importe quoi. Et disons, les Brésiliens ont une idée de ce que c'est que le développement national, ce que c'est que la place du Brésil dans le monde, et ce n'est pas une place qui est subordonnée à celle des États-Unis. Quand Lula disait « on veut un siège pour le Brésil au Conseil de sécurité », d'une certaine façon, il disait aussi ce que voulaient dire les militaires. Et Bolsonaro, il est complètement en retrait par rapport à ça. Et les gens disent que Bolsonaro fait tellement de bêtises qu'il n'est pas sûr qu'il finisse son mandat. Il y a en plus des histoires de corruption qui commencent à le toucher, et il pourrait être bien victime d'un... Enfin, la grande question, et ce que disent beaucoup de Brésiliens, c'est ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et disons, quand on dit on va vers la dictature militaire, c'est une façon de se faire peur et de se rassurer, mais ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Disons, ce qui est la chose la plus marquante au Brésil, c'est qu'il y a une espèce de guerre des factions au Parlement et qu'on ne sait pas du tout où ça va mener. Si vous voulez comprendre la vie politique brésilienne aujourd'hui, il faut lire le meilleur traité pour comprendre ça, c'est les histoires florentines de Machiavel. C'est-à-dire où il y a des groupes d'intérêts qui sont prêts à tous les coups de jarnac et avec en particulier une instrumentalisation de la justice. Et c'est ça qui est très, très impressionnant et très inquiétant. Et par rapport à l'ALENA, excusez-moi, au bras d'or, comment il se situe par rapport à ce traité? Il peut rester? Bien sûr, oui. Bien sûr. On ne met pas en cause. Non, parce que, disons, s'il remet en... Enfin, le principal débouché commercial du Mexique, c'est les États-Unis. Ça, s'ils perdent le marché américain, c'est foutu. Et d'ailleurs, les Américains savent aussi, puisque avant l'attentat des Tours Jumelles, il y avait eu une tentative de signer un grand accord migratoire entre le Mexique et les États-Unis, et Bush Junior était d'accord, et celui qui était l'artisan de cet accord, c'était Jorge Castañeda, et quand il y a eu l'attentat des Tours Jumelles, tout ça a volé en éclats. Mais l'accord a été très avancé sur le point d'être signé, parce que, disons, l'industrie, enfin, toute une série de branches d'activité aux États-Unis, depuis, disons, l'agro-business jusqu'aux services, ont absolument besoin de la main-d'œuvre mexicaine et centra-américaine, et plus encore de la main-d'œuvre mexicaine qui est mieux formée au départ. Parce qu'il y a un niveau de scolarité qui est bien meilleur au Mexique que dans les pays centra-américains. Bonsoir. Je suis mexicaine. Se puede hablar en castellano. Oui, je ne peux pas parler bien le français. Et bien, parler en espagnol. Oui, merci beaucoup. Pienso que muchas de las razones por las que los mexicanos ahora se han convertido bastante en narcotraficantes es porque las grandes empresas transnacionales han entrado con todos sus productos. Obviamente las empresas locales mexicanas desaparecen. La gente que trabajaba en esas empresas tiene que buscar qué hacer. Y yo he sido testigo de una empresa en Ensenada, Baja California,
se instala y contrata gente, sus técnicos, toda su gente, la red de Estados Unidos, y no quiere ningún mexicano, pero instala su empresa en Ensenada. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchísimos. Je vais traduire pour les gens. Oui. Oui. Madame parle enfin, elle dit si les gens sont entrés dans le narcotrafic au Mexique, c'est parce qu'il n'y a plus d'emploi. Et elle prenait l'exemple d'une entreprise américaine installée à Ensenada, en Basse-Californie, qui s'installe et qui dit voilà, moi je fais venir tous mes techniciens des États-Unis, je ne veux pas employer de Mexicains. Entonces, yo pienso que, bueno, México ahora, desde hace tiempo, tiene mala fama del narcotráfico, etc. Y como toda esta gente no tiene empleo, hay un film muy representativo que se llama El Infierno, no sé si lo has visto, ahí se muestra claramente cómo poco a poco la gente no le queda otro recurso que ser narcotraficante. Entonces, el dinero fácil, es una cadena de políticos, policía, gente, como usted dice, químicos, agricultores, pescadores, que no tienen otra manera de ganar dinero y todo el sistema va hacia el narcotráfico. Y bueno, espero que ahora con AMLO las cosas cambien un poquito. Él ha prometido mucho, es difícil por una corrupción que ya viene de años y años con el PRI, básicamente. Pero ojalá, yo tengo mucha esperanza que haya algún cambio. Poco a poco no va a ser magia ni nada, pero espero que sí, y que la gente tenga un poco más de empleo y que vuelvan las cosas como antes. Yo recuerdo cuando era joven, salía a buscar trabajo y en un día encontraba y podía elegir en 2 o 3. Ahora la gente sale y dura meses para encontrar un trabajo. Oui, ce que je disais, c'est que, disons, il y a une crise de l'emploi qui est telle au Mexique que le narcotrafic est une des seules façons de travailler et d'avoir accès à un emploi, même précaire, mais que autrefois on trouvait facilement de l'emploi au Mexique et que là, avec, disons, les transformations de l'économie, la disparition de toute une série d'industries, c'est là une des sources d'emploi les plus importantes et que c'est de l'argent facile qui... moi j'ajouterais une chose, c'est que, disons, il y a des habitudes de corruption très anciennes au Mexique qui viennent et qui sont au plus haut degré dans les élites. Parce que, disons, si vous prenez cette famille présidentielle et respectable entre toutes, qui est la famille des Salinas de Gortari, le frère est président. Le petit frère est narcotrafiquant. Et le papa était secrétaire au commerce extérieur. Et le papa était un monsieur qui vendait des routes aux contrebandiers. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait peu ou pas de trafic de drogue, un peu de marijuana, mais ça ne représentait pas grand-chose. Et le vrai trafic, c'était de faire venir des appareils électroménagers, depuis des fers à repasser, des mixeurs, des ventilateurs, des tourne-disques, des radios de souhait des États-Unis, et on vendait des routes à des gens qui passaient sans payer la douane. Et c'est ces mêmes circuits qui ont été réinvestis par les trafiquants de drogue. Et ce qu'on voit dans les grandes familles du PRI, et ça on le voit dans les procès-verbaux de procès aux États-Unis de narcotrafiquants qui acceptent de collaborer avec la justice américaine, comment les gens au plus haut niveau ont été impliqués. Et d'une certaine façon, le trafic de drogue qui a explosé, qui n'a plus été régulé depuis la présidence, à partir du moment, avant vous aviez ce qu'on appelait au Mexique le train complet, le carro completo. Vous aviez un président au PRI, des gouverneurs d'État au PRI et des chambres contrôlées par le PRI partout. À partir de 2000, quand Vicente Fox arrive à la présidence de la République, vous avez des gouverneurs qui sont d'autres couleurs que le parti au pouvoir. Donc vous avez un jeu entre les narcotrafiquants et plus personne qui régule les choses. Donc c'est des rivalités extrêmement féroces
et qui laisse place à des nouveaux venus et à des gens astucieux et comme en même temps il y a un culte de la consommation et de l'accès à un certain type de marchandises qui devient une façon d'être quelqu'un au Mexique, c'est la porte ouverte à l'entrée de toute une série de gens dans le narcotrafic. Et l'exemple de l'immoralité vient des plus hautes sphères publiques. Et il y a d'une certaine façon une démocratisation du crime. Si vous prenez, vous avez une compagnie aérienne que connaissent tous les gens qui vont au Mexique, qui s'appelle Vueling, ¿cómo se llama la gran compañía de aviones baratos en México? Volaris. Volaris, c'est une compagnie qui a été créée par le fils d'un ancien président du Mexique marié à une comédienne, à une starlette française, Miguel Alemán. Et la famille Alemán est impliquée dans des histoires de contrebande et de narcotrafic absolument rocambolesques. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés par d'excellentes maisons scientifiques au Mexique là-dessus. Et cet argent a été réinvesti dans cette compagnie charter que tout le monde utilise. Parce que c'est 2 fois moins cher qu'Aeroméxico. Et donc, si vous voulez, c'est une série de connivences et qui font qu'effectivement, la mondialisation aidant, si vous êtes un jeune Mexicain, une des façons faciles de gagner de l'argent, c'est celle-là. Et disons, passer aux États-Unis est devenu extrêmement compliqué. Avant, ça existait moins parce qu'il y avait plus d'opportunités de travail aux États-Unis. Là, ce n'est pas le cas. Et votre espoir, c'est qu'effectivement, AMLO change ça comme il l'a promis dans son discours, et comme vous le dites avec raison, la tâche n'est pas extrêmement facile. Mais disons, la chose qui est vraie et qui est compliquée, et disons, moi je terminerai là-dessus, c'est qu'il n'y aura de solution au problème du narcotrafic que si on a une politique intelligente comme celle des Portugais. C'est-à-dire, il faut légaliser la consommation, c'est un problème de santé publique, et à partir du moment où on crée des offices de la cocaïne, d'abord on donne des produits de meilleure qualité, ce qui pour les médecins, dilcologues, tout le monde le disent tous, le fait que ça soit coupé avec n'importe quoi, ça augmente encore les problèmes d'addiction, et si c'est traité comme un problème de santé publique, il y a peut-être des chances de réguler les choses, mais tant qu'on agit comme on agit là, c'est un peu un cercle infernal. Merci beaucoup. Merci. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, je vous propose de vous en arrêter là. Merci encore, Gilles Bataillon, pour votre éclairage, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions.